Bon, alors, nmap, password, oh, chier la flemme. Oh, c'est bon, j'ai pas envie de taper le password. Docker n. Bah voilà, où est le problème? 1, 2, 1, 2, 3, 4. You couldn't pick a better time to come back. Question simple. Est-ce que pour toi le dev c'est uniquement de la technique? Je vais te donner un petit indice. Est-ce que nos décisions à nous, développeurs, sont uniquement techniques? C'est ça la grande question. On va pas se voiler. L'argent, c'est le maître mot et c'est ce qui décide tout. Malheureusement, le business, c'est ce qui nous dirige et c'est ce qui fait qu'on code aujourd'hui. Je vous l'ai déjà dit, mais le code, de toute façon, c'est qu'un outil. C'est que la sortie de ce qu'on fait vraiment. C'est pas vraiment ce qu'on veut faire. On utilise le code pour faire quelque chose, mais c'est juste un moyen, en fait. Demain, s'il n'y a plus de code, bah, on se rabattra sur autre chose. L'histoire du développement a toujours été bousculée par le business et les décisions autour des finances. 1998, vous vous en souvenez? Tout le monde sait de quoi je parle, en 1998. Microsoft contre Netscape. En dehors de la France et de la Coupe du Monde, 1998 a complètement écrasé un navigateur qui était à l'époque Netscape. Et pourquoi? La décision est toute simple. Microsoft décide d'intégrer sa suite Internet Explorer directement dans Windows. C'est une décision de Microsoft de clairement imposer Internet Explorer comme le navigateur phare à l'époque. Et ça, c'est un exemple avec des sources vérifiables. On a notamment trouvé des mails internes de Microsoft qui disaient « Il faut absolument qu'on rende Netscape obsolète ». Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt anecdotique finalement, ou est-ce que ça a toujours été comme ça? 2017, Apple et l'histoire des batteries. En 2017, Apple ralentit volontairement les anciens iPhones. Apple disait « C'est pour protéger la batterie ». Ok. Bon, les choses se sont rapidement envenimées ensuite. Beaucoup de benchmarks ont été faits et on a commencé à prouver que Apple avait tort et juste rendait leurs anciens téléphones obsolètes. Il y a quand même plusieurs affaires qui ont été démasquées aujourd'hui et qui ont des sources qui sont prouvées. Et Apple lui-même a fini par avouer les faits. Je vois pas le rapport avec ta vidéo sur Docker, espèce de complotiste. Eh ben, on va y venir. Est-ce que vous saviez que Docker a été créé par un Américain français, double nationalité? On peut en être fier, non? Quel est le contexte quand Docker a été créé? Docker a été créé dans un but précis. En fait, il voulait résoudre le problème de « ça marche sur ma machine », ce qui est en général une phrase que nous, les devs, on aime bien. C'est donc pour ça que Solomon Hykes a décidé de créer un outil au sein de sa boîte, .cloud à l'époque, pour résoudre ce problème. En fait, il a rapidement vu que des systèmes déjà existants à l'époque, comme les Linux Namespace et cgroups, peuvent être utilisés pour de la containerisation. Et à l'époque, il y avait déjà des concurrents, LXC ou Solaris par exemple, mais le problème c'est que c'était vraiment très difficile d'accès. Et c'est en mars 2013, lors de la PyCon, que Solomon introduit le projet Docker. Après je vais vous la faire court, explosion, ils deviennent famous, etc. Machin, la joie, le bonheur, les fêtes. Explosion en popularité, les gens adorent, forcément c'est nouveau, ça apporte vraiment une solution à cette problématique de ça marche sur ma machine. Du coup, tout le monde commence à l'adopter. Docker commence à être une image en fait, et à construire tout un écosystème autour de lui, comme Docker Compose, Docker Swarm et Docker Machine, qui vont être des outils qui s'articulent tous autour de la même technologie. Et rapidement, en fait, on se rend compte que l'orchestration, ça devient une grande problématique, et notamment la gestion, du coup, entre plusieurs containers et notamment des stacks, et Kubernetes voit le jour. Quel est le problème avec Docker? Et là, la vraie question. Il faut savoir que Red Hat a commencé à créer une alternative à Docker, qui s'appelait Podman. Et Podman, c'est quoi et qu'est-ce que ça résout? Pourquoi ça a été créé? Tout simplement parce que ça évite d'avoir un fonctionnement avec un démon qui tourne en route. Et donc, des problèmes de sécurité. Dans la pratique, le fait de ne pas avoir de démon, ça résout aussi d'autres problématiques, comme par exemple des problèmes de performance. Avoir un démon, c'est aussi faire quelque part un choix, c'est-à-dire que du coup, vous avez un processus qui fait tourner l'ensemble des containers, et s'il y a un seul problème, c'est l'ensemble de tous vos containers qui crashent. Si on reprend ce que je vous ai montré pendant l'intro, on peut devenir root juste en ayant les droits sur le Docker démon. Et ça, c'est une grosse problématique. Parce que donner les droits Docker, on le fait consciemment. Si par exemple, on a un utilisateur qui s'appelle Bob, qui accède au Docker socket var run Docker sock. Le démon, lui, est en route. Donc il suffit simplement de monter la racine / directement sur /host et on a accès à l'ensemble du file system. Ça pose problème si par exemple, on veut se rajouter dans les sudo hosts, c'est très simple.
Il suffit de run Docker avec la racine montée et vous avez accès à absolument toute la machine. Et en fait, tout le scandale de cette affaire réside là. On peut voir ce qui s'est passé exactement sur une timeline. Vous avez l'arrivée de Podman 01 qui lui est en rootless, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de root pour pouvoir fonctionner. Lui, à côté, vous avez toujours le Docker démon, lui nécessite toujours root et il n'y avait absolument aucune alternative en 2018. Podman a rapidement été jugé comme alternative beaucoup plus sûre à Docker et a permis de mettre la pression directement sur Docker. Et c'est cette pression qui a été mise sur Docker qui a fait que Docker a commencé à fabriquer le mode rootless. Mais pas avant. Et c'est d'autant plus intéressant si on regarde en plus les CVE, les CVE qui sont les failles de sécurité répertoriées. En 2015, la première CVE est tombée. En fait, il s'agissait de Container Escape. Apparemment, on pouvait sortir de l'isolation du container avec un Symlink. Pareil pour la deuxième CVE en 2016, qui elle exploitait runc et l'init. Donc suite à ces CVE, on peut se dire Docker a quand même réagi et a enfin mis un mode rootless. Oh, bah c'est génial. Mais en fait, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que d'abord, Podman est sorti en 2018. Puis ensuite, en 2019, étrangement, on a le mode rootless de Docker qui sort. Mais la petite variante, c'est que ce n'est toujours pas par défaut. Volontairement, ne pas mettre Docker en rootless montre qu'il y avait vraiment une intention de la part de l'entreprise de garder cette vulnérabilité. Et c'est là que toute la partie business va rentrer en jeu. C'est qu'à l'époque, Docker avait plusieurs éditions, tout comme aujourd'hui d'ailleurs, mais avait des pricing différents. On avait soit le choix d'avoir la version gratuite, qui elle n'était pas prévue vraiment pour les entreprises, ou pour les projets open source, qui n'était pas rootless par défaut, mais qui en plus était complexe à mettre en œuvre. Et de notre côté, vous aviez la version Enterprise, qui pour la modique somme de $750 par node par an, permettait d'avoir un support au niveau de la sécurité et du security scanning, des user namespace simplifiés et évidemment le support officiel de Docker. Bon, maintenant en 2025, les choses ont un peu changé. Les pricing sont différents, mais restent un peu dans la même idée. Je vous laisse réfléchir vous de votre côté, mais ça sent quand même les arrangements d'entreprise. Clairement, si on permet d'avoir une version gratuite avec des failles de sécurité connues pendant des années et un support uniquement pour des versions entreprises, c'est que quelque part, c'est une décision commerciale. Et de notre côté, ça permet aussi l'émergence de nouveaux outils. Podman n'aurait jamais pu exister si ces CVE n'avaient pas été là. Aujourd'hui, si je vous parle de Podman, c'est pas vraiment que j'ai des actions dans l'entreprise Red Hat et que je veux absolument que vous vous mettiez à l'utiliser. C'est de vous faire poser les bonnes questions. Toujours prendre en aspect le côté business et de toujours le mettre en face du côté technique et de commencer à comprendre pourquoi l'un est dirigé par l'autre. On vit dans un monde où on est géré par une entreprise qui, elle, a besoin de faire du profit et c'est donc normal qu'il y ait à un moment des problématiques qui soient entremêlées. Donc c'est logique que la technique soit impactée par le business. Prendre nos décisions que nous-mêmes et apporter des nouveaux outils ou l'utilisation de choses différentes selon ce qu'on veut faire en notre âme et conscience. Donc utilisez Podman si vous avez besoin d'une sécurité particulière, mais si votre standard d'entreprise vous permet uniquement d'utiliser Docker, vous devez rester avec Docker. L'avantage, c'est que maintenant vous le savez et vous ferez attention. Vous pouvez aussi mettre simplement le mode rootless sur Docker. C'est quelque chose qui est faisable, même si c'est plus compliqué que d'utiliser Podman. Bon, maintenant je vous propose le côté technique et de voir un peu ce qu'on peut faire avec les deux outils. Pour tester Podman, ça va être très simple. Si tu es sur un Linux type Ubuntu, il suffit de taper sudo apt install le nom du package. Donc sudo apt install podman pour nous. Et d'attendre la fin de l'installation. Une fois que le package est installé, pour vérifier que tout soit accessible, tu peux faire un ---- version. Tu peux simplement directement tester en faisant un podman run hello world. Attention, quand vous êtes en train de faire ça, soyez sûr que vous n'avez pas Docker derrière qui est en train de tourner, évidemment. Mais je vois que vous êtes des petits malins et vous pouvez même encore aller plus loin. Pour ça, c'est pas compliqué. Il suffit de définir un alias en disant que Docker c'est égal à podman. Et ainsi, vous aurez accès à l'ensemble de tout en tapant Docker. Encore mieux pour ceux qui sont sous Windows, il existe même Podman Desktop qui est en fait l'équivalent de Docker Desktop. Alors concernant Docker en mode rootless, c'est un petit peu différent. Il y a toute une procédure qu'on peut consulter sur internet et qui explique les différentes étapes à suivre pour à la fois préparer son environnement et ensuite installer tout ce qui est nécessaire pour setup en mode rootless. Donc on va dire que grosso modo c'est aussi moins accessible et plus complexe. Et je ne viendrai pas non plus dans les détails dans ce genre de procédure parce que ça implique de changer toute ma stack locale, personnelle de Docker et j'ai pas forcément envie de le faire juste pour une vidéo. Je pense que de toute façon, vous pouvez explorer par vous-même aujourd'hui avec tous les outils qu'on a. En gros, c'est faisable, même si c'est un peu compliqué. Ah ben voilà, ça c'est des bonnes infos croustillantes. Alors, cette histoire avec Docker, incompétence ou stratégie? À toi de décider.